j'aurais tendance à considérer que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Celui qui a la solution a immédiatement le prix Nobel de la paix. Et rassurez-vous, ce n'est pas moi. Vous savez, c'est une affaire qui s'est jouée je dirais, en 3 grandes étapes. La première étape, ça a été celle d'une coexistence, je dirais, israélo-arabe. Le problème palestinien n'était pas tellement posé. C'est-à-dire, il y avait dans un premier temps, jusqu'à la guerre de 1973 et jusqu'aux accords de paix entre l'Égypte et Israël en 1979, il y avait cette idée que Israël était un corps implanté dans le monde arabe et qu'il fallait trouver une solution de coexistence entre Israël et le monde arabe. Et puis, à partir de la fin des années 70, peu à peu, les gouvernements arabes se sont détournés de ce conflit, s'y impliquent beaucoup moins. L'Égypte a signé un traité de paix séparé, puis ça a été le cas de la Jordanie, peu à peu les pays de la péninsule arabique se sont distanciés de ce conflit, le Maroc également, qui a signé les fameux accords dits accords d'Abraham, comme les Émirats arabes unis, comme le Soudan et comme Bahreïn. Et du coup, au fil des temps, on a compris que le vrai problème était un problème non pas israélo-arabe, mais israélo-palestinien. Et spontanément est venue s'imposer l'idée que la question israélo-palestinienne ne pourrait se résoudre que par une solution à 2 États. Un État israélien, un État palestinien, et cet État palestinien construit dans les territoires occupés. Israël n'a jamais très franchement adhéré à ce point de vue, qui était pourtant celui du monde entier, c'est-à-dire autant les États-Unis que l'Europe occidentale, que la Russie, que la Chine, que les pays du Sud plaidaient pour ce dossier. Israël n'était pas contre, mais a toujours accepté du bout des lèvres. D'où l'ambiguïté des accords d'Oslo, dont on ne savait pas véritablement s'ils signifiaient de la part d'Israël une volonté réelle de construire, de laisser se construire un État palestinien sur les territoires occupés. Et il s'est passé, et là nous commençons à voir poindre la 3e étape dans laquelle nous nous trouvons, il s'est produit quelque chose d'extraordinairement grave, c'est qu'à mesure qu'on ne parvenait pas à résoudre ce problème, sont apparus ces processus de colonisation. C'est-à-dire ces centaines de milliers de colons juifs qui se sont installés dans Jérusalem-Est, capitale revendiquée par la Palestine, sur le Golan, c'est-à-dire ce territoire conquis sur la Syrie, et puis évidemment en Cisjordanie, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle la West Bank, c'est-à-dire la rive occidentale du Jourdain. Aujourd'hui, ces colonisations, qui se font par centaines de milliers, font que la Palestine ressemble à un tissu mité, à un tissu troué. On parle d'ailleurs davantage d'un archipel pour montrer que finalement la Palestine, c'est l'addition de petits îlots où survivent des populations palestiniennes séparées par ces fameuses colonies. Donc la question, c'est comment peut-on imaginer une solution à 2 États à partir du moment où le territoire potentiel de l'État palestinien n'existe plus. Ou alors il faudrait accepter que des centaines de milliers de colons juifs abandonnent leur territoire, ce qui est quand même infiniment peu probable. D'autre part, on entend dans le discours israélien, et pas seulement du gouvernement Netanyahou, toute une série de réserves qui posent une très très importante question, qui est un peu au centre depuis déjà une vingtaine d'années des débats internationaux, c'est comment rendre cet État viable. Est-ce qu'un État dont les frontières ne sont pas claires, dont le territoire n'est pas continu, dont les capacités d'accès aux ressources se trouvent limitées, peut être considéré comme un État souverain? Et maintenant, tout le monde s'accorde à considérer que c'est utopique. Et du coup, eh bien, on se demande s'il ne faut pas chercher ailleurs. Et revient sur le tapis l'idée d'un État binational, c'est-à-dire d'un seul État
israélo-palestinien, si vous voulez, dans lequel coexisteraient une communauté juive et une communauté arabe palestinienne. Le problème, est de savoir si cette solution est désirée, parce que sans volonté des parties, il n'y a pas de contrat social, n'est-ce pas ? Et deuxième question, de savoir si on sera en mesure alors de définir le modèle institutionnel capable de soutenir cette formule. En gros, il faudrait un super fédéralisme. Un fédéralisme parce qu'il faudrait admettre l'autonomie de ces deux communautés et leur autogestion partielle, mais un super fédéralisme, parce que ça impliquerait des institutions extraordinairement sophistiquées pour faire vivre ensemble des communautés qui ont quand même accumulé des décennies de contentieux. Donc on en est là. C'est dire qu'aujourd'hui, j'aurais tendance à considérer que ce conflit appartient à cette catégorie terrible de l'histoire des relations internationales, des conflits sans solution. Aujourd'hui, on ne connaît pas les solutions. Vous savez, il y a beaucoup de conflits qui existent dans le monde dont on connaît à l'avance le mode de solution. Simplement, on n'a pas les moyens ou on n'a pas la volonté d'y parvenir. Aujourd'hui, on n'est même pas sûr de connaître la solution de la question palestinienne.